Diptyque est le magazine de référence de l'art contemporain africain. Il est produit, publié et imprimé à Casablanca au Maroc. Avec ce podcast, nous souhaitons vous donner accès aux personnalités qui animent la scène artistique africaine et marocaine, des artistes aux galeristes en passant par les curateurs et commissaires d'exposition. Ce podcast vous est offert avec le soutien du groupe Maroc Télécom, partenaire de l'art et de la création. Abdallah Karoum est critique d'art et commissaire d'exposition. C'est une figure centrale de l'art contemporain international. Il a tout juste 50 ans, il est né au Maroc et on le connaît surtout pour avoir créé en 2002 à Rabat l'appartement 22, un lieu très connu au plan international, un lieu indépendant de rencontres et d'expositions qui est aussi une résidence artistique et qui se prolonge avec une radio 22. Si Abdallah Karoum fascine, et il fascine, vous pouvez faire un test, rechercher Abdallah Karoum sur Google en soumettant une recherche simple art contemporain arabe Maroc. Vous tomberez sur Abdallah Karoum en première page. Donc s'il fascine, c'est parce qu'il illustre aussi un mélange très rare dans le monde de l'art contemporain. C'est un mélange entre une immense capacité à l'utopie associée à des responsabilités au plus haut niveau dans le monde réel de l'art contemporain. Côté utopie, il y a donc les expéditions du bout du monde, il nous en parlera j'espère dans ce podcast, des expositions impossibles comme Working for Change pour la 54e Biennale de Venise en 2011, ou encore cette expérience et performance artistique du Livre Blanc, un ouvrage totalement vide hormis un marque-page où l'auteur invitait les lecteurs à rédiger eux-mêmes ce livre. Côté sérieux, attention, l'utopie est une question très sérieuse chez Karoum. Il y a en 2012 une association au commissariat de la Triennale de Paris aux côtés de Kouyel Desor et surtout depuis 2013 bien entendu, Abdallah Karoum est directeur du Mathaf, musée d'art moderne du Qatar. Bonjour Abdallah, je suis très heureuse que tu aies accepté de figurer dans ce nouveau podcast Diptyque. Et oui, pour démarrer, bonjour. Oui, bonjour Mariam. Pour démarrer cette conversation, j'aimerais avoir ton commentaire sur ta dernière exposition. Je dirais que pour beaucoup de personnes qui ont l'habitude de visiter les expositions, c'est peut-être la dernière qu'ils aient visitée au Palais de Tokyo. Cette exposition, tu l'as intitulée de manière assez prophétique « Notre monde brûle ». Donc, comme première question, j'aimerais te demander, est-ce que l'art contemporain est un exercice de prémonition selon toi ? D'abord, merci Mariam pour l'invitation à ce podcast. Je pense que c'est un bon rebondissement pour continuer les dialogues dans ces moments un peu difficiles, compliqués, où les gens ne peuvent plus visiter les musées, ou ne peuvent plus se rencontrer, voir leur famille. Mais le plus important en ce moment, c'est la vie. C'est plus que les expositions. Donc voilà, et il s'agit de créer des espaces avec intelligence collective, intelligence artificielle, tout ça. Et je pense que c'est un bon rebondissement, un bon geste. Voilà. Maintenant, pour en venir à l'exposition Notre monde brûle au Palais de Tokyo, il est vrai que depuis quelque temps, ce projet n'est pas né il y a quelques semaines. Hein, c'est déjà depuis l'année dernière, un peu plus qu'on y travaille. Et c'est vrai que nos partenaires ou pas mal de gens avec qui on parlait du projet d'exposition Notre monde brûle étaient un peu surpris au départ du titre, mais avec la crise actuelle, il s'est révélé que c'était quelque chose de nécessaire. Mais en fait, pour moi, cet aspect, il ne s'agit pas vraiment d'un aspect prophétique, il est plus, disons, question de regarder les œuvres, de ce qu'elles portent, des messages qu'elles portent, et ce sont des messages qui sont reliés au réel, en fait. Les artistes ont cette capacité d'observer nos sociétés, d'observer le monde, et d'en faire des lectures et d'en faire des interprétations dans des formes belles,
proposer des expériences, des dialogues, des points de vue, et souvent proposer des actions ou des invitations à réfléchir, en tout cas, pour changer les choses. Alors, dans cette exposition, donc Notre monde brûle, il y a des œuvres qui datent pas juste d'aujourd'hui, hein, qui sont des œuvres qui datent des années 50, déjà avec Angie Flatoun et ses portraits de journalistes. D'ailleurs, Cézanne Barawi, qui était une combattante féministe déjà des années 20 en Égypte, qui a été exclue de l'Assemblée des hommes, du Parlement pour l'indépendance, par exemple, parce que c'était une femme. Et donc, c'était déjà un appel à l'égalité entre les hommes et les femmes dans la société égyptienne dans les années 20. Dans les années 2000, disons avant les révolutions arabes, cette œuvre de Amal Kenawi qui s'appelle Silent Multitude, qui vient à la suite du Silence des agneaux, cette performance dans la rue où elle demande à des gens de marcher sur les mains et les pieds dans la rue, en fait, un peu disons comme des moutons, une sorte de provocation comme ça qui appelle au changement, et l'œuvre devient une sorte d'appel comme ça, tout en étant une expérience spatiale, une sculpture, une peinture, c'est un appel à réfléchir. L'œuvre d'art est un moyen d'éveil, de prise de conscience, d'éducation et de dialogue en même temps avec nos sociétés. Donc voilà, bien sûr, ça c'est l'aspect, disons, social, justice sociale, engagement politique, engagement pour les idées. Il y a tout un volet aussi qui est un volet écologique avec des œuvres d'artistes disons, qui en même temps dénoncent mais avec des formes d'art et qui invitent aussi à réfléchir sur l'action des êtres humains sur la nature et qui y veillent, qui font réfléchir pour, disons, améliorer notre relation à la nature. Et puis le troisième volet, c'est une exposition en 3 parties vraiment, mais enchevêtrées avec ce n'est pas des galeries successives avec un thème, mais on retrouve des œuvres qui font référence à tel ou tel thème. Donc le troisième volet est plutôt parle de la crise de l'histoire. Ce sont en fait 3 crises, donc écologique, sociale et celle de l'histoire, c'est-à-dire le respect de la diversité de la culture. Et là, c'est tous les artistes qui ont réfléchi sur la relation à l'autre, sur les récits historiques, une sorte de dénonciation de la notion ou de l'esprit colonial, disons. Il y a contre l'hégémonie, contre la tyrannie, voilà. Voilà, pour dire, en fait, cette exposition au Palais de Tokyo qui est fermée en ce moment, malheureusement à cause de la crise du Covid-19, et a fait déjà 35 000 visiteurs entre le 20 février, date d'ouverture, jusqu'au 15 mars à peu près. Oui, d'ailleurs, tu as répondu à un entretien à ce propos dans le dernier numéro du magazine. Et justement, à propos de ce que tu disais, donc de ces 3 thématiques, j'aimerais qu'on revienne sur l'histoire de l'appartement 22. J'aimerais que tu me dises, au moment où tu as créé ce lieu, quelle était ton intention? À quel niveau tu voulais te situer dans la recherche, dans le rapport aux artistes, dans le processus créatif? J'aimerais que tu nous redises que tu redises à nos auditeurs qui peut-être n'ont pas eu encore l'occasion de visiter ce lieu, et j'espère qu'ils le feront quand tout sera possible de nouveau. J'aimerais que tu nous retraces un petit peu la philosophie de ce lieu très particulier. Oui, alors l'appartement 22, c'est le lieu maintenant devenu emblématique à Rabat, qui est mon appartement dans lequel j'ai habité en 2002. Enfin, depuis 2002, et c'est toujours un lieu qui est dans l'avenue Mohamed V à Rabat. C'est un petit espace qu'au départ j'avais pris comme un pied-à-terre pour moi. Je fais partie d'une génération qui a étudié, en fait, j'ai d'abord étudié les arts plastiques dans les années 80, entre 85 et 87, ça fait longtemps, à Oujda, donc au Maroc. On avait des lycées techniques et offraient les arts plastiques. Et ensuite, je fais l'université en France,
à Bordeaux. Et au retour au Maroc, je ne trouvais pas d'espace qui était prêt à accueillir les idées que je voulais expérimenter avec les artistes. À ce moment-là, les artistes de ma génération. Et je regarde ce qu'il y a autour, dans la musique, dans le théâtre, la littérature, et j'avais envie de créer quelque chose, de créer un espace, ou en tout cas de proposer des projets qui permettaient aux artistes de rencontrer un public tout en ayant un espace de dialogue libre qui adresse les questions, les sujets aussi bien sociaux, historiques, voilà, parler librement, présenter des œuvres librement et permettre aux artistes d'expérimenter, d'aller jusqu'au bout de leurs rêves, de les accompagner. Ça, là, en fait, cette notion de curateur qui prend soin des artistes, qui les aide à produire, à s'exprimer, à formuler, à éditer, vraiment à l'image d'un éditeur de livres hein, ou d'éditeur de plateforme éditoriale quelle qu'elle soit. Et dans cette position-là, j'avais besoin d'un espace de liberté. Et cet espace de liberté n'était pas, à ce moment-là, donné au Maroc, n'existait pas dans les plateformes que l'on avait. D'ailleurs, il y a très peu de musées avec le caractère expérimental. Et il n'y a pas de galerie, enfin il y a les galeries, quoi, c'est tout ce qu'il y a. Il y a des galeries, bien sûr, et je ne dis pas qu'il n'y avait rien. Il y a beaucoup de lieux, hein. Il y a toute une multitude de lieux, mais qui étaient des lieux soit liés au commerce, soit liés au tourisme, soit liés, bien sûr, certains sont liés à des expérimentations poétiques et tout ça, mais c'est très peu. Et il y avait toute une génération d'artistes qui émergeaient à ce moment-là, mais en tout cas dans le secret. Et j'avais envie de partager leurs idées et de les dialoguer, disons. Mais l'appartement 22, c'est 2002. Hein, ça veut dire c'est 2 ans après les expéditions Le Bout du Monde, qui sont déjà des créations d'espace à l'extérieur. Et l'appartement 22 commence avec une simple résidence à ce moment-là de 2 jeunes artistes à l'époque qui sont Younes Rahmoun et Safa Erwas, hein, qui étaient vraiment au tout début à ce moment-là. Je les invite chez moi pour une résidence, réflexion, dialogue, et on ouvre une exposition au bout de quelques semaines. C'était GFGH, individualité, au pluriel. Oui. Et c'était la toute première. Et pour moi, en fait, cette première exposition qui a donné lieu d'ailleurs à toute une série d'expositions GFGH, comme Jeune femme, jeune homme, avec des sous-titres, individualité au pluriel, et ensuite il y avait GFGH Liberté, GFGH... Cherche appartement. Voilà, concubinage, convention, toute une série de mots qui étaient en fait toute la variation de sujets qui étaient possibles de faire avancer la société marocaine. Et le titre principal GFGH était entre les 2 lettres GF et les 2 lettres GH, il y avait un underscore, une sorte de ligne horizontale, comme si on mettait l'homme et la femme sur le même niveau. Ça veut dire que avant d'ouvrir l'appartement 22, bien, le premier projet d'ouverture de l'appartement 22, son objectif était artistique, mais son objectif était aussi un combat d'idées pour, disons, promouvoir l'importance d'égalité des hommes et des femmes. À ce moment-là, pensant que c'est la base de toute idée de progrès et de changement vers, je sais pas, une société meilleure dans notre pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, tu démarres donc avec Younes Rahmoun et Safa Erwas, qui sont tes congénères, si j'ose dire. On a tous le même âge, hein, on est tous nés plus ou moins autour de 1970. Et à ce moment-là, donc, c'est intéressant aussi de se retrouver dans la situation d'un curateur, de quelqu'un qui aussi aide des artistes à accoucher d'eux-mêmes. Mais qui a exactement le même âge que vous êtes dans dans un dialogue générationnel de la même génération. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette première confrontation entre Younes Rahmoun et Safa Erwas? Est-ce que ça a été le début pour eux des travaux qu'ils mènent depuis, avec grand succès d'ailleurs, depuis maintenant 20 ans finalement? Oui. Je crois que les artistes, en fait, ont le mérite d'être, disons, d'avoir des méthodologies qui sont là depuis le départ. Et le rôle des curateurs, disons, des commissaires d'exposition, mon rôle à ce moment-là, ce n'est pas du tout
comment dire, de faire les choses à leur place ou de leur indiquer un chemin, quel que soit. C'est vraiment de les accompagner à un moment donné et de les écouter et de opérer une sorte de travail de traduction entre ce qui se passe dans leur tête, ce qui se passe dans leurs ateliers, ce qui se passe dans leur, disons, dans leur espace de réflexion et comment ils formulent les choses avec les objets, comment ils donnent forme à leurs idées, comment ils veulent, comment ils rêvent et comment ces rêves doivent prendre forme et être ressentis par un public. La chance que l'on a, en fait, quand on a une base. Moi, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir fait des études qui sont des études aussi bien historiques que formelles. Ça veut dire que le langage artistique, ce n'est pas seulement l'histoire de l'art. C'est aussi, voilà, c'est aussi le langage poétique, c'est aussi la compréhension des processus de création, c'est ça, c'est aussi la poésie, c'est aussi une sorte de glossaire, en fait, de vocabulaire. Le vocabulaire, il n'est pas simplement scientifique, il est aussi sensible. Voilà, étant dans cette compréhension, on peut prétendre être un peu dans le secret des artistes, un peu dans leur cuisine, en fait. comprendre les gestes pour mieux en parler et pour mieux les présenter, en fait. Donc voilà, c'est comme vraiment ce que je disais tout à l'heure, la place de l'éditeur. Hein, c'est la place la plus externe à l'œuvre, mais la plus proche. Parce qu'il est impossible pour un éditeur d'écrire à la place de l'écrivain, pour les écrivains par exemple. Il est impossible d'être... je sais, c'est peut-être un peu l'exemple n'est pas tout à fait précis. Quand dans le cinéma, un acteur, on ne peut pas faire les choses à sa place. Voilà. Oui, mais non, je trouve que l'image de l'éditeur est vraiment, vraiment très bonne. Est-ce que tu peux nous parler dans ce sens des expéditions du bout du monde? Oui, alors les expéditions le bout du monde qui commencent en 2000, hein, Oui. alors, et dans le Rif, en fait, peut-être je vais faire un aveu. C'est que moi, quand je reviens en 2000, en 99-2000, je suis entre la France et le Maroc. Je suis entre l'Europe et l'Afrique. Et j'avais travaillé sur cette notion de passage, une esthétique du passage, travaillant entre Afrique et Europe, entre Méditerranée et Atlantique, on est entre les choses et on est entre les cultures. Les espaces entre. Espace entre, mais c'est un espace que je définirais comme un espace de passage, un espace de transition entre les. C'est comme une frontière que l'on peut voir comme une passerelle plus qu'un mur, en fait. Quelque chose le passage dans le sens de lien. Et ce que je découvre au retour, après avoir passé, disons, une quinzaine d'années en France à étudier, mais en venant souvent au Maroc, quand je reviens dans le Rif et je rencontre les jeunes avec qui j'étais à l'école primaire ou au collège, les gens de ma génération, encore une fois, je découvre que nous avions, les gens de la même génération, nous avions eu des parcours différents. Nous avions les mêmes parcours au départ. On va à l'école ensemble, on joue ensemble quand on est petit. Et quand je reviens et qu'on a 25-30 ans, on est des gens complètement différents. On vient du même village et on est complètement différents. Et quand on se parle, c'est à peine qu'on se comprend. Et quand on se dit « qu'est-ce que tu fais ?» Un artiste va dire « je suis artiste », un musicien va dire « je suis musicien », et que dirait celui qui a des magasins de distribution. Voilà, c'est très loin. Et pour moi, la manière ou bien l'outil de rencontre ou de reconnexion avec les villages du Rif d'où je viens, c'est d'inviter des artistes, de passer du temps avec eux dans des villages dans le Rif et leur dire voilà d'où je viens. Donc là, à ce moment-là, j'invite Younes Ahmoun et Jean-Paul Thibault, donc un artiste qui vient d'une culture complètement différente, européenne, française, et un artiste qui vient du Rif, mais plutôt de Jbala, de l'Ouest, et je les invite tous les deux à avoir à passer quelques jours avec moi près du village d'où je viens dans le Rif et à rencontrer aussi bien des gens, des connaissances
qui ont eu des parcours complètement différents que des gens nouveaux que l'on va rencontrer. La seule condition pour les expéditions Le Bout du Monde que je donnais que je disais aux artistes que je mettais en place, c'est de leur dire n'amenez ni livres, ni vidéos, ni matériel de référence. Alors vous arrivez juste vous-même et on va rencontrer des gens, On et va on en va se parler. balader, voilà, pour parler et voir les choses et essayer de comprendre. Comprendre là où on va et progresser. Et dans cette progression et ce dialogue, on va découvrir petit à petit qu'en fait, l'expression, elle s'invente avec les lieux dans lesquels on est. En fait, là, on arrive. Donc, voilà, c'est un peu Ibn Battuta qui va partir du Oui. Maroc, qui va aller en Inde, et à chaque fois, il va trouver le moyen de dialoguer avec des gens différents, et il va même s'approprier une culture différente. Voilà, ça commence un peu comme ça en 2000, et après, chaque année, il y aura une expédition, et il y a comme ça une sorte de protocole. Le protocole, c'est on n'amène pas de documents, et on va à la rencontre des gens, et on écoute, et on s'exprime. Voilà, donc de manière la plus sincère possible. Et parfois, quand l'occasion se présente, il y a quelque chose qui sort. Donc une formulation d'une installation, d'une peinture, d'un dessin, d'une photographie, d'un film. Ça se fait dans la progression, ça se fait dans ce déplacement. Et Donc, en fait, c'est ils vont tous ainsi. rapporter, en fait, Younes Rahmoun, par exemple, en revenant de cette expédition du bout du monde, il a rapporté une œuvre spécifique qui est donc le résultat de ce qu'il était avant d'arriver et des échanges qu'il a pu avoir avec les personnes donc de ton village. Oui, mais là, il va faire une série de dessins, il va faire des enregistrements, ils vont faire une installation ensemble, collaborative entre Jean-Paul, Thibaut et Younes Rahmoun. Avec Jean-Paul va prendre des matériaux trouvés sur place, des plastiques, des cailloux, et Younes va les installer. Voilà, Ouais. et dans le paysage, et après il y aura des animaux qui viennent jouer avec, les faire bouger, des poules, des chiens, et ensuite ça devient une installation participative, collaborative entre deux artistes, des habitants, et des habitants dans tous les sens. Ça veut dire la nature, le vent, les gens, voilà. C'est une sorte de parcours de recherche, disons, qui part avec des protocoles spatio-temporels et qui vont donner forme à l'expression. Parce qu'il y aura les gestes qui se sont faits sur place qui vont donner naissance à des formes d'art. Tout est ouvert, il n'y a pas de limite. Ça veut dire la forme d'art peut être dessin, peinture, vidéo, photo, lecture, écriture. Voilà. Et c'est ce principe-là, en fait, d'ouverture. L'expédition Le Bout du Monde, dans le sens où le bout du monde, ce n'est pas d'aller au point le plus loin sur la planète. Oui. Le bout du monde peut être juste à côté de chez nous, en fait. Donc c'est un bout du monde, hein. Le bout du monde, c'est dans le sens un bout du monde, et ce n'est pas le plus loin possible. Même si au bout de pratiquement maintenant 20 ans, les expéditions du bout du monde ont été menées dans plein de pays différents, aussi bien au Cameroun que dans le cercle polaire au nord, qu'à Aix-en-Provence, que l'Atlas marocain, le désert, un peu partout avec plein d'artistes différents. Et en fait, je repense, tu donnes l'exemple du Younes Rahmoun, là, je repense à la très belle installation qu'il avait réalisée pour la Biennale de Venise, donc pas celle de 2018, 11. non, 2016, une très belle installation dans l'exposition générale. Oui, Et en oui. fait, ça me fait penser que en fait, le fait d'avoir fait ce trajet donc vers le bout du monde, qui est donc comme tu dis géographiquement, il peut être au bout de la rue hein, parfois, mais ce trajet vers un certain public d'explicitation et puis ensuite le trajet inverse, c'est-à-dire on apporte un résultat de recherche et ensuite on rapporte avec soi aussi d'autres prolongements à ces recherches. Finalement, les œuvres de Younes Rahmoun, est-ce que tu penses que ces expéditions, elles lui ont conféré un peu cette dimension d'universalité et de capacité à parler au monde entier? À parler, parce que finalement, il parle de son fort intérieur, il parle lui aussi beaucoup de ce qu'il est profondément, de son village, vraiment de son terroir, de sa petite rofa dans laquelle il se cachait petit, donc c'est un petit peu comme son fort intérieur. Et parler de ça
il arrive à parler au monde entier. Alors, quelle est la dimension d'universalité que rapportent les artistes dans cette pratique-là? Je crois que quelqu'un comme Younes, il a cette dimension, disons, spirituelle dans son travail dès le départ. Et, euh, euh, et donc, automatiquement, enfin, parler de spirituel, c'est aussi une chose universelle qui touche, disons, à l'être et à la relation au monde. Et il est vrai que Younes, avant même de venir dans des expéditions dans le Rif ou au Cameroun ou ailleurs, avant même d'avoir nos dialogues, c'est quelqu'un qui a regardé ces paysages, qui a regardé le cosmos, qui a compris déjà et que dans son langage, cette sorte de conscience du monde, cette conscience de l'univers, de l'être comme faisant partie de quelque chose d'une existence très large. Et il a compris qu'au même temps, son art peut être fait avec des gestes modestes. Mais il peut insuffler dans ces gestes modestes, il peut insuffler quelque chose, un esprit, une âme forte à des œuvres, euh, dans des éléments très simples. Donc bien avant, c'est même au milieu des années 90, je crois qu'il n'avait même pas fini ses études aux Beaux-Arts de Tétouan, qu'il avait fait déjà ses installations dans le Rif, dans sa région de Rif, qui est plutôt vers Beni Boufra, où il fait ses installations avec les meules de foin Oui. blanche avec ses cercles et voilà donc je dirais qu'il y a une rencontre plutôt avec Younes comme avec beaucoup d'autres artistes hein. C'est des rencontres qui et quand il y a rencontre, la rencontre, elle vient pas de nulle part. Elle vient d'une remarque, d'un constat qu'il y a quelque chose à se dire, et donc on continue un dialogue. Et à partir du moment où j'invite Younes à des dialogues avec des gens dans des contextes précis, cette conscience se cultive et la formulation des œuvres va prendre une dimension pas plus universelle parce elle est essentiellement universelle, mais dans la formulation, comment dire, elle est éditée de manière à être accessible. Donc, et c'est là où la dimension éducative de mon travail des ans de curateur intervient. Ça veut dire qu'il y a un travail d'éducation et l'on devient l'artiste et produit des œuvres et un accompagnement qui souligne ce côté éducatif, parfois à suggérer quelques éléments de lecture qui peuvent être ajoutés parfois dans le moyen de montrer, dans la méthodologie, dans le display, en fait, de comment présenter, les moyens de présentation des œuvres. Oui. Non pas changer les œuvres, mais les mettre dans des situations, des angles précis, sous une lumière précise, dans un espace précis. En relation les unes avec les autres dans certains types. Alors en ce moment, j'imagine que, bon, évidemment, comme tout le monde, tu es confiné quelque part. J'imagine que tu es au Qatar en ce moment. Oui, je suis dans mon appartement à Doha. Voilà. Et voilà. J'aimerais bien savoir si, bon, j'imagine que tu as eu des liens avec les artistes, avec toute cette génération aussi que tu as couvé, voilà, à l'appartement 22, mais aussi la jeune scène que tu suis de très près au Maroc. D'après toi, quelle est leur réaction déjà à cet arrêt total de toute activité? Ils avaient tous évidemment des commandes, des projets, la Biennale de Dakar, des expositions en galerie. Ils étaient tous pris dans un flot, je dirais, qui est un flot événementiel et institutionnel. Qu'est-ce qui se passe chez les artistes quand cette dynamique événementielle et institutionnelle s'arrête? Donc ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans une pratique artistique, je dirais, silencieuse avec le temps long, ça te parle, j'imagine. Donc avec une forme de modestie, de silence, de temps long. Qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là et si tu as eu des conversations avec eux, comment tu les as aidés aussi à
à utiliser ce temps pour eux-mêmes et à sortir de l'anxiété peut-être. Oui, je crois que nous sommes tous dans la même situation, hein. Ça veut dire en Oui, même temps, avec des limitations, avec cette situation imposée, qui nous est imposée, qui est imposée à l'humanité toute entière, où les musées sont fermés, où disons, les spectacles sont arrêtés. Et je crois que les artistes, en ce moment, en tout cas, je parle à beaucoup d'entre eux, leur préoccupation, elle n'est même pas là. Leur préoccupation maintenant, elle est vraiment, c'est une question de vie. Ça veut dire ils sont préoccupés par la condition des êtres humains, par la vie, à prier pour se dire quand est-ce que l'humanité va sortir de ça, de cette situation-là et de cette crise. En même temps, beaucoup sont pessimistes. Je pense ils ont raison parce que je crois que ça va durer. C'est une crise qui va durer, surtout pour disons les institutions et aussi les artistes qui dépendent vraiment de la circulation. Ça veut dire, c'est comme, je sais que quand on est dans des pays comme le Maroc, ou en tout cas beaucoup de pays d'Afrique, ou des pays où il n'y a pas de système de, de subventions très fort, où il n'y a pas de système social très fort, il y a beaucoup de gens qui vivent au jour le jour. Ça veut dire, ces oui, gens-là ont besoin d'activités pour survivre. Bon, heureusement qu'il y a aussi beaucoup de solidarité. oui. C'est vrai que les artistes sont d'abord, avant d'être dans l'urgence du business, disons, ils sont dans la préoccupation de leurs proches, de leurs amis. Et quand on s'appelle, en fait, on se dit comment tu vas, comment va la famille, c'est ça. Même du point de vue du musée. Hein. Hier soir, je parlais à des collègues, directeurs de musées à travers le monde. Et c'est vrai que tous les musées, la question qui se pose n'est pas la question économique, même si elle est très importante, notamment pour les musées privés qui dépendent vraiment de ticketing, en fait, Oui, bien de sûr. nombre de visiteurs, de ventes et tout ça. Hein. Le Palais de Tokyo à Paris, où il y a notre exposition, Notre monde brûle, est fermé. C'est vrai qu'ils ont une partie de subvention de l'État, mais une grande partie vient des ventes et des tickets et aussi de la privatisation des espaces, par exemple. Les musées américains, pareil, ils perdent des millions et des millions. Mais quand on leur pose la question aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Leur problème, c'est vraiment l'inquiétude par rapport à leur public, aux associations des musées, aux membres. Quand les membres donateurs, bienfaiteurs pour les musées, ils vont pas dire on a un problème, on va pas avoir l'argent. Non, ils disent le problème c'est la santé des membres. D'abord, c'est pour ça qu'en fait il y a la réouverture des musées va se faire de manière très graduelle et ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Ça va prendre plus d'une année, au moins un an, Oui, avant de pouvoir reprendre un rythme normal. Et oui. encore. Mais en tout cas, les artistes, pour revenir à ta question, euh, on n'est pas encore au stade de début de réflexion à la solution. Il y a beaucoup d'artistes qui pensent à des alternatives au partage de manière spontanée. Il y en a qui vont montrer leurs vidéos sur Internet de manière spontanée. Il y a des gens qui font des programmes éducatifs online, même des musées qui généralement font payer leurs programmes éducatifs, les offrent de manière gratuite parce qu'ils ne sont plus dans cette perspective, dans cette préoccupation de profit. Ils sont Oui. dans ce souci de partager, de comment se rencontrer, comment partager, comment survivre à cette C'est vrai crise. qu'il y a une grande gratuité en ce moment, la presse Oui, oui. aussi, les musées, les visites virtuelles de musées, etc. Alors justement, si tout, en tout cas, si pendant un temps, tout le monde de l'art contemporain devait basculer dans le digital, je lisais hier un article que tu as d'ailleurs également partagé sur Twitter. C'est un entretien très intéressant de Chris Dercon, président Mhm. donc, de la Mhm. Réunion des musées nationaux. Et en fait, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit souvent les visites virtuelles sont un peu ennuyeuses. Ce sont des photographies d'œuvres qui se succèdent. Manque en général la mise en scène, l'espace entre deux œuvres, c'est-à-dire le geste du commissaire d'exposition.
Donc en Oui. fait, je trouvais très intéressant cette mention du geste du commissaire. Quel peut être, d'après toi, dans un monde qui pourrait se trouver digitalisé à des niveaux qu'on n'avait pas envisagés, quel pourrait être le geste du commissaire? Toi qui parlais des espaces entre, justement, et de la manière d'éditer les œuvres, de les mettre en relation, etc. Dans un monde digitalisé, quel peut être le geste du commissaire? Mhm. Oui, en fait, le digital ne va jamais remplacer l'expérience de l'espace, hein. Mais en même temps, on peut faire tellement avec le digital aussi. Ça veut dire que si on regarde bien, il y a beaucoup d'artistes qui ont utilisé le digital ou l'Internet comme outil principal, beaucoup de projets éducatifs qui ont été online, mais depuis des décennies déjà, depuis au moins le milieu des années 90, on a des programmes accessibles seulement sur Internet. Même si on va dans un musée, on doit avoir une continuité. L'espace virtuel continue l'espace réel. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas encore assez de temps depuis le début de la crise. On n'a pas la distance pour permettre, disons, de juger, de dire, voilà, c'est ce qui a été fait dans cette période-là et remplacerait vraiment ou est une alternative à l'expérience physique. Il y a des œuvres qui sont vues, qui peuvent être vues et faire, être perçues, disons, qui peuvent être perçues complètement à 100% sur Internet et d'autres qui ont besoin d'une expérience physique. Ceci dit, les œuvres qui ont besoin d'une expérience physique ne sont pas totalement une obligation à avoir pour tout le monde. On peut être informé d'une situation, on peut en saisir la symbolique, la comprendre, sans l'expérimenter. C'est ça, il va manquer C'est, l'expérience physique, on va dire sensorielle. oui, c'est comme en fait, alors je ne sais pas, si j'ouvre un livre, je lis un poème j'ouvre un poème sur mon ordinateur, je lis un poème de Abdallah Zariqa, par exemple, ou Abdelatif Labi, ou un poème, un poète, un autre poète, ou René Char. Et j'écoute ce poème de la bouche du poète lui-même. C'est différent. C'est ça. C'est juste ça, en fait. On peut tout L'analogie à est fait voir. intéressante. Oui, Oui, voilà, on peut voir l'image d'une œuvre, la saisir, la comprendre, mais on en saisit le sens et disons, l'âme que si elle est posée dans un endroit idéal, disons, dans des conditions idéales. Et c'est vrai que c'est comme un film, voir un film sur son écran d'ordinateur et un film au cinéma, c'est différent. bien sûr. Mais du coup, est-ce que tu as pas l'impression que finalement, moi je trouve que au terme de pratiquement 2 mois de confinement, à regarder beaucoup de propositions, alors il y a les viewing rooms des galeries, il y a les visites virtuelles des musées, etc. Je me dis que dans un pays comme le nôtre, où les capacités digitales sont très importantes, il y a beaucoup de savoir-faire dans ces domaines, et en même temps un immense retard, je dirais, toute l'infrastructure d'art contemporain, les grands centres d'art, les grands musées, etc. On en est à peine au début. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un raccourci à prendre pour que des enfants d'un village éloigné du Rif à l'école, pour peu qu'ils aient une connexion Internet, puissent accéder à des collections, à des cours sur l'histoire de l'art marocain, il y aurait 1000 choses possibles du coup, Oui, finalement. non, totalement, Mariam. Mais je crois que encore, c'est un point très très important, hein, et vraiment, je pense là, tu as mis le doigt sur un point important. Mais avant même, ou alors en même temps, je dirais, mais avant même de regarder vers des contenus artistiques, les outils digitaux ne sont pas encore exploités et utilisés dans des pays Oui, comme le Maroc. Mais oui. vraiment pas, pas du tout, même peut-être 0,00 quelque chose. Oui, parce que là, même au plan scolaire, c'est une Oui, catastrophe. voilà, Moi, j'ai donc un peu oui, oui. moi, mes neveux qui m'écrivent tous les jours et ils regardent et ils prennent des cours à l'école avec WhatsApp. Je veux dire, alors qu'il y a Oui, tellement d'autres outils, et il y a des outils beaucoup plus efficaces tout à fait. pour apprendre. Et en plus, on regarde, le grand problème, ce n'est pas seulement les plateformes techniques, c'est facile. Le gros problème, c'est la production de contenu. Les C'est important. programmes d'État, quel que soit, et ministère de l'Éducation, ministère de la Culture, l'État en général,
où disons les pouvoirs économiques et politiques n'investissent pas assez dans l'éducation, dans l'usage des outils techniques qui sont à notre disposition très faciles et on pourrait aller beaucoup plus vite. Et l'avantage, c'est qu'on pourrait aller plus vite que des pays Mais oui, déjà c'est ça, traditionnellement. parce qu'il y a un raccourci à prendre. En fait, pour Exactement, beaucoup de exactement. pays qui ont cette tradition de la présence réelle des choses, c'est un cataclysme, mais pour des pays émergents comme le nôtre, je Mm. trouve que il y a là il y a un boulevard ouvert Oui, pour totalement, totalement. emmener un cours sur l'appartement 22 à des enfants qui aujourd'hui ont 10 ans et qui sont voilà astéhat. Oui, exactement, exactement. Non, mais Pour en fait, utiliser- en fait, il y a beaucoup d'initiatives privées. Alors, au Maroc, ce n'est pas Oui, nouveau, hein. Ce que je dirais, c'est que la société civile au Maroc fait beaucoup, beaucoup très actif. d'initiatives, mais on ne peut pas travailler à l'échelle de l'État de 40 millions, 45 millions d'habitants à partir d'initiatives privées qui peuvent toucher des réseaux particuliers. L'appartement 22, la radio de l'appartement 22, les éditions de l'appartement 22, on ne touche qu'un certain nombre de gens. Même si, disons, sur le long terme, on peut dire qu'on va toucher beaucoup de monde, il est très important d'avoir le soutien des autorités publiques pour le service public. On est le Oui. 1er mai, je ne fais pas du tout un discours communiste, Non, mais mais c'est très intéressant. Écoute, moi, je trouve que ça ouvre des perspectives vraiment extraordinaires. Et en oui, fait, je reviens donc à tes expéditions du bout du monde. Finalement, il faudrait que certains programmes soient conçus exactement comme ça. C'est-à-dire que finalement, si l'idée, c'est d'aller s'adresser à un enfant d'une vallée lointaine de Oussertek dans le Haut-Atlas ou bien de Stehet dans le Rif, puissent entendre parler Abdullah Karoum ou Younes Rahmoun d'expériences artistiques qu'ils ont vécues à Venise, Doha ou à Cincinnati. oui, Donc c'est ou d'autres, d'ailleurs, même de faire des projets artistiques éducatifs qui font comprendre et qui révèlent aux gens leur capacité, leur pouvoir de créer eux-mêmes. Vous allez, enfin, je suis sûr, tu sais, en allant dans des villages dans l'Atlas au Maroc, dans le Sahara, dans le Rif, la capacité des gens à comprendre des œuvres que l'on pense contemporaines, isolées, qui travaillent dans une niche et tout ça. Les gens dans le monde entier, et notamment au Maroc, ont une capacité de saisir, de comprendre. Il y a une intelligence, même des gens qui ne sont jamais allés à l'école. Il y a une sorte d'intelligence pour comprendre les formes et une sensibilité qui est formidable. Donc, l'investissement, il n'est pas seulement dans les chiffres, en fait, de combien on va investir. Il est vraiment dans les méthodologies, en fait, de comment les idées. investir justement. Ben écoute, si une bonne conversation, c'est une conversation d'où on sort avec l'envie de mener des projets, je dirais que là, cette conversation que je viens d'avoir avec toi est vraiment une mine d'idées, une mine de projets et surtout un grand océan d'optimisme. Je te remercie Merci, infiniment. merci Mariam, merci beaucoup.